Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 3. Aujourd'hui, on continue le module du dernier cours, celui des dérivés. On va aussi apprendre à utiliser la dérivation en chaîne grâce à plusieurs exercices pratiques. Et on débute les exercices maintenant. Dans cette première partie de cours, on va apprendre à faire l'interprétation graphique d'une fonction. Donc, il peut arriver qu'on ait un problème où on nous demande de trouver les asymptotes d'une fonction ou de trouver les points critiques de la fonction, donc de trouver des minimums, des maximums, des points d'inflexion. Et ça, comment on va trouver ces réponses-là? J'ai préparé deux aides-mémoires qui décrivent les étapes qu'on va suivre à chaque numéro pour trouver ces points critiques-là et de trouver les propriétés d'une fonction. Donc, la première étape qu'on va faire, si on nous demande de trouver les asymptotes, on va aller à notre aide-mémoire des asymptotes. Il existe deux types d'asymptotes, les asymptotes horizontales et verticales. On va d'abord débuter avec les asymptotes horizontales. On va calculer les limites de notre fonction, telles que x tend vers moins l'infini. Et on va aussi calculer la limite de notre fonction, telle que x tend vers l'infini. Ici, la réponse que ça nous donne est une valeur réelle. Donc, si la réponse que ça nous donne n'est pas plus ou moins l'infini, ou n'est pas une valeur indéfinie, eh bien, ça voudra dire qu'on a une asymptote horizontale. Et il peut exister aussi deux types d'asymptotes horizontales. Une du côté négatif, donc du côté négatif en x, donc du côté gauche du graphique, et aussi une asymptote du côté droit du graphique. Ça se peut qu'on ait les deux aussi. Donc ça va dépendre, c'est laquelle de nos deux vérifications qui va être laquelle de nos deux équations ici qui va être vérifiée. Souvent, si on a une asymptote d'un côté, on va l'avoir également des deux côtés. Donc, ce n'est pas une question nécessairement difficile à répondre, mais ça se peut qu'on ait un asymptote d'un seul côté du graphique à la fois. Et la deuxième asymptote qu'on a à vérifier, c'est l'asymptote verticale. Celle-là est un peu plus compliquée, on a plus d'étapes. D'abord, on doit vérifier la forme de notre fonction. Si la fonction est sous la forme soit d'une fraction, donc une fonction divisée par une autre fonction, dans ce cas-là, on devra prendre le terme au dénominateur. On devra prendre, par exemple, ici le terme, la fonction h de x, et résoudre h de a étant égal à 0 et trouver les points a. Donc, les points a, les points qu'on va trouver, ça va être des points critiques. Une autre forme de fonction qui peut admettre des asymptotes verticales, c'est la fonction tangente. Donc, si on a la fonction tangente d'une certaine fonction, on doit résoudre la fonction g ici, telle que g, on doit résoudre g de a est égal à pi sur 2 plus n fois pi, parce que ça, c'est une fonction périodique. Et aussi, cette fois-là encore, on va résoudre et on va trouver des points a. Les points a, ça va être des points critiques. Et avec les points a qu'on va avoir trouvés, les points critiques, on va vérifier la limite de notre fonction telle que x tend vers a moins, donc depuis la gauche. Et on va aussi vérifier la limite de notre fonction telle que x tend vers a plus, donc du côté droit. Ici, une de nos deux réponses que ça nous donne, si une des deux limites qu'on calcule est plus ou moins l'infini, eh bien, on aura des asymptotes verticales. Et encore une fois, si la réponse que ça nous donne, c'est moins l'infini, on va avoir une asymptote du côté négatif, donc dans le bas du graphique. Et si la limite qu'on calcule, ça va être plus l'infini, bien ça va être une asymptote dans le haut du graphique. Souvent, quand on a des asymptotes, ça va être autant du côté positif que du côté négatif. Mais ça peut arriver parfois qu'on ait une asymptote juste d'un côté. Donc ça, c'est en ce qui concerne les asymptotes. Ensuite, la deuxième étape qu'on va faire, on va trouver les points critiques. Les points critiques, on les trouve grâce avec la dérivée et la dérivée seconde. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction. On va dériver la dérivée seconde de la fonction. Et on va résoudre les deux dérivées, la dérivée première et la dérivée seconde, étant égales à 0. Et on va trouver les points x. Donc, les points x, ça va être des points critiques. Et en troisième étape, on va se tracer un tableau des signes. On va indiquer moins l'infini plus l'infini. On va indiquer nos asymptotes verticales, les points critiques.
On va aussi trouver pour chaque valeur de f, on va calculer les valeurs. Ensuite, on va indiquer pour f' de x et f' de x, on va trouver les signes de chaque élément. Et les signes, avec les signes positifs, négatifs ou étant égal à 0, on va se servir du tableau ici, que dans le fond, si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction, elle descend. Et si la dérivée, elle est positive, ça veut dire que notre fonction, elle monte, elle est croissante. Donc, avec la dérivée et le sens de la dérivée, on va être capable de voir est-ce que notre fonction descend, est-ce que la fonction, elle monte. Donc, avec les points critiques qu'on va avoir trouvés, donc les zéros, avec les différents signes qu'on va avoir de chaque côté, on va être capable de déterminer est-ce qu'on a un maximum ou un minimum ou un point d'inflexion. Et avec la dérivée seconde, on va être capable de voir la forme de notre graphique. Donc, est-ce que notre fonction elle est croissante, elle est concave vers le bas, comme ici elle est concave vers le bas, et ici elle est concave vers le haut. Donc ça, on va être capable de le déterminer avec le sens, avec le signe de nos dérivées premières et de nos dérivées secondes. Donc ça peut sembler assez difficile. On va faire plusieurs exercices pour comprendre et on va débuter les exercices maintenant. On va débuter avec l'exercice 3.1. On a la fonction suivante, la fonction f de x, qui est égale à 3x exposant 4 moins 16x3 moins 2016 x carré plus 34 560x. Et on nous demande de faire l'étude graphique complète de cette fonction, donc de trouver les asymptotes horizontales et verticales, et de trouver les valeurs extrêmes, les minimums et les maximums, et les points d'inflexion de la fonction. Et on va nous demander aussi de tracer le graphique à la fin. Donc, on va prendre nos étapes. On va débuter avec l'étape 1 qui consiste à trouver les asymptotes. Avec les asymptotes, on va débuter avec les asymptotes horizontales. On doit d'abord calculer la limite de notre fonction. Lorsque x tend vers moins l'infini, et donc ça, quand on fait le calcul, ça nous donne infini. Et ensuite, on va calculer la limite, toujours la limite de notre fonction. Mais cette fois-ci, lorsque x tend vers infini positif. Et ça aussi, ça nous donne plus l'infini. Donc, si une des deux réponses qu'on avait obtenues était une valeur réelle, on aurait eu une asymptote horizontale. Mais puisqu'on a la valeur, on trouve la réponse, l'infini dans les deux cas, on peut conclure qu'on n'a pas d'asymptote horizontale. On va ensuite trouver les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales, on doit d'abord analyser la forme de notre fonction. Si elle est sous une forme qui admet des asymptotes, donc est-ce que notre fonction est sous une forme, une certaine fonction divisée par une certaine fonction? Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Et est-ce que notre fonction est sous la forme tangente d'une fonction? Donc, on n'a pas de tangente ici. Donc, la fonction n'est pas sous une forme qui présente des asymptotes verticales. Ensuite, en deuxième étape, on doit trouver les points critiques de notre fonction. Donc, les points critiques, on les trouve grâce à la dérivée de notre fonction et à la dérivée seconde de notre fonction. Donc, f' de x et f' de x. On va débuter par calculer la valeur de ces dérivées. Donc, avec notre fonction 3x4 moins 16x cube moins 2016 x carré plus 34 560x, quand on calcule sa dérivée, on trouve 12x cube moins 48 x carré moins 4032 x plus 34 560. Et ensuite, on doit calculer la dérivée seconde.
Donc, on doit calculer la dérivée de la dérivée. Donc, quand on calcule la dérivée de cette fonction-ci, on trouve 36x carré moins 96x moins 4032. Et les points critiques sont situés lorsque f' de x est égal à 0 et lorsque f' de x est égal à 0. Donc, avec la calculatrice, on trouve les valeurs de x telles que cette fonction-ci est égale à 0. Et on trouve les valeurs de x telles que la fonction f' de x est égale à 0. Et on trouve les valeurs de x suivantes. On trouve pour f' de x est égal à 0, on trouve x est égal à moins 20. On trouve x qui est égal à 12. Et pour f' de x, on a moins 9,3. Moins 9,33. Et x est égal à 12. On va ensuite se tracer le tableau des signes. Donc, le tableau des signes, on doit d'abord se tracer 4 lignes horizontales qui font toute la largeur de la feuille. Comme ça. On se trace ensuite une ligne verticale à gauche, comme ça. Une ligne verticale à droite, comme ça ici. La première ligne ici, ça va être la ligne des x. Ensuite, f de x, f' de x, f' de x. Sur notre ligne des x, on doit d'abord inscrire moins l'infini et plus l'infini. On doit inscrire les valeurs de nos asymptotes verticales. Dans notre cas, on n'a pas d'asymptote verticale. On doit inscrire les valeurs de x de nos points critiques. Donc ça, on va inscrire moins 20, moins 9,33, 12. Et la valeur de 12 apparaît 2 fois, donc on va juste l'indiquer une fois. Et à côté de chacune de nos valeurs de x, on va se tracer des lignes verticales pour délimiter nos colonnes. On va voir ça ici comme ça. Donc, on a ça ici comme ça. Pour notre ligne de f de x, on va calculer pour chacune de nos cellules ici, on va indiquer la valeur de calcul. Donc, f de x avec x qui tend vers moins l'infini. En ce qui concerne les x de moins l'infini et de plus l'infini, on doit utiliser, mais ça c'est autant pour f de x que f' de x et f' de x, on doit utiliser la limite, sinon on ne sera pas capable de trouver une valeur. Donc en utilisant la limite avec x qui tend vers moins l'infini de f de x, c'est un calcul qu'on a déjà calculé ici, dans notre calcul d'asymptote horizontale. Donc si on trouve l'infini, avec x qui est égal à moins 20, on trouve f de x de moins 889 600. Avec moins 9,33, on a moins 462 208. Et x est égal à 12, on a 158 976. Et pour x de plus l'infini, c'est un calcul qu'on a déjà fait ici pour l'asymptote horizontale, donc plus l'infini. Pour les lignes de f' de x et de f' de x, on fait les mêmes calculs, mais dans notre tableau, on n'a pas besoin d'inscrire la valeur, on va simplement inscrire le signe. Donc si avec un x qui tend vers moins l'infini, on trouve un signe négatif. Ici, pour x est égal à moins 20, on l'avait calculé ici à l'étape 2. Ça fait partie de nos zéros. Donc, pour x est égal à moins 20 et x est égal à 12, on sait que f' de x est égal à 0. Donc, on va l'indiquer ici comme ça. Pour x est égal à moins 9,33, on a un signe positif. Avec un x qui tend vers l'infini, on a également un signe positif. Pour f' de x,
on va indiquer nos zéros. Donc, on a un 0 à moins 9,33. On a un 0 à x est égal à 12. Ici, pour la colonne de x de moins l'infini, on a positif. Ici, on a positif également. Pour x de plus l'infini, on a également une valeur positive. Ensuite, dans notre tableau, si on a deux colonnes adjacentes qui ont des valeurs de 0, on doit calculer une valeur intermédiaire. Donc, ici, pour f' de x, on a un 0 ici et un 0 ici. Donc, on doit calculer une valeur intermédiaire. C'est pour ça que dans notre tableau, entre chacune de nos colonnes, j'ai laissé des colonnes de libre. Ça, c'est au cas qu'on ait deux valeurs de 0, une à côté de l'autre. Donc, par exemple, si on a x est égal à moins 9,33, x est égal à 12, on va prendre une valeur entre les deux. Par exemple, x est égal à 0. Et on va calculer f' de x et on va indiquer le signe. Donc ici, on trouve un signe négatif. Et ensuite, on doit trouver la nature de nos points. Donc pour f' de x, on a un signe négatif. Donc la courbe va descendre. On va se garder les zéros pour la fin. Ici, on a un signe positif. Positif, ça monte. Ici, f' de x positif, ça monte. Pour f' de x positif, ça fait une forme concave vers le haut. Positif ici, concave vers le haut également. Ici, f' de x est négatif, on va avoir concave vers le bas. Ici, f' de x positif, on a concave vers le haut. Et on va inscrire nos valeurs de 0. Donc ici, c'est pour f' de x, si on a un 0, c'est soit un maximum, un minimum, un point d'inflexion horizontale ou un asymptote horizontal. Donc, on sait qu'on n'a pas d'asymptote horizontale. Donc, on doit vérifier est-ce que c'est un maximum, un minimum ou un point d'inflexion. Donc, si du côté gauche, ça descend, et ensuite la courbe remonte. Donc, entre les deux ici, à la valeur de x qui est égale à moins 20, c'est un minimum. Et ici, ça monte, et ensuite, ça continue à monter. Donc, on va avoir un point d'inflexion horizontale. Parce que dans le fond, c'est ni un minimum, ni un maximum, ni un asymptote horizontal. Donc, ça va être un point d'inflexion horizontal. Ici, pour f' de x, on passe de concave vers le haut vers concave vers le bas. Donc, on va avoir un point d'inflexion horizontal, un point d'inflexion. Et ici, à x est égal à 12, c'est la même chose. Point d'inflexion. Donc, on va indiquer ici la valeur, la nature de nos points critiques. Donc, on a en x est égal à moins 20 et f' de x qui est égal à moins 889 600. On a un minimum. En x est égal à moins 9,33, f de x qui est égal à moins 462 208. On a un point d'inflexion. Et en x qui est égal à 12, et f de x qui est égal à 158 976, on a également un point d'inflexion. Ensuite, on nous demande de tracer le graphique de cette fonction. Donc, ce qu'on va faire, on va se tracer un graphique en indiquant sur notre graphique chacun des points pour débuter. Donc, une fois que nos axes sont tracés, on va indiquer les points, nos points dans notre graphique.
Donc, pour chacun de nos points ici, pour le point moins 20, le point moins 20, c'est un minimum. Donc, on sait que notre courbe ici, ça va être le minimum. Donc, on sait que ça ici, ça va faire ça comme ça. Puis, puisqu'on, dans le fond, ici, on a notre minimum et on sait que c'est concave vers le haut. Donc, on va se tracer ça ici comme ça. Si ça monte jusque là ici, et à ce point-ci, au point moins 9,33, c'est un point d'inflexion. Donc, ça continue à monter, mais cette fois-ci, ça devient concave vers le bas. Donc, ça fait une courbe comme ça ici, comme ça. Et au point ici, en x est égal à 12, on a également un point d'inflexion pour que, après ça, ça continue du côté droit de ce point-là, ça va continuer à monter en allant vers plus l'infini. Donc, par la droite, ça va faire quelque chose comme ceci. Donc, notre graphique, le graphique de notre fonction ressemble à peu près à ceci. On va ensuite faire numéro 3.7. Dans 3.7, on a une série de fonctions. On va en faire quelques-uns parmi ces fonctions. On va débuter avec la fonction numéro A. On a f de x qui est égal à 2x exposant 4 moins 3x2 plus 5x moins 3. Et on nous demande la même question qu'en 3.1. On nous demande de faire l'étude complète de la fonction, de trouver les asymptotes horizontales et verticales, de trouver les valeurs extrêmes et les points d'inflexion. Par contre, on ne nous demande pas de tracer le graphique pour ces numéros. Donc, on va y aller avec nos exercices, nos étapes. L'étape 1 consiste à trouver les asymptotes. On va débuter avec les asymptotes horizontales. On doit, pour asymptote horizontale, on doit trouver la limite de notre fonction lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça, on trouve l'infini. On doit aussi calculer la limite de notre fonction, de la fonction f de x, lorsque x tend vers, cette fois-ci, infini positif. Ça nous donne encore une fois l'infini. Donc, puisqu'on n'a aucune de nos deux réponses est une valeur réelle, donc on n'a pas d'asymptote horizontale. On va ensuite chercher les asymptotes verticales. Asymptote verticale, on doit vérifier si la fonction est sous une forme qui admet des asymptotes. Donc, on n'a pas de fraction pour notre fonction. Donc, notre fonction n'est pas sous une forme qui présente des asymptotes verticales. Ensuite, en deuxième étape, on doit trouver nos points critiques. Donc, les points critiques, on doit d'abord calculer f' de x. Donc, f' de x de notre fonction ici, ça nous donne 8x3 moins 6x plus 5. On doit calculer également f' de x. Donc, ça nous donne, pour calculer f' de x, on doit calculer la dérivée de notre dérivée. Donc, ça nous donne 24x carré moins 6. Et on doit résoudre ces deux équations-là. On doit résoudre f' de x qui est égal à 0 et f' de x qui est égal à 0. On trouve les valeurs de x pour f' de x qui est égal à 0. On trouve une seule valeur de x. On trouve x qui est égal à moins 1,13951. Et pour f' de x qui est égal à 0, on trouve deux valeurs de x. On trouve x qui est égal à moins 0,5 et x qui est égal à 0,5. Ensuite, en 3, on doit tracer notre tableau des signes. Donc, on va débuter notre tableau des signes. Donc, pour notre tableau des signes,
on indique tout d'abord moins l'infini, plus l'infini. Nos asymptotes verticales, on n'a pas d'asymptote verticale. Et on inscrit nos points critiques. Donc, on a moins 1,13951. On a moins 0,05 et 0,5. Bien sûr, je les écris dans l'ordre croissant, du plus petit vers la gauche et du plus grand vers la droite. J'inscris mes colonnes. Pour chacune des valeurs de f de x, je vais calculer les valeurs numériques. Donc, avec un x qui tend vers moins l'infini, on l'avait calculé ici, on a l'infini. Avec un x de moins 1,13951, on trouve moins 9,22. Avec x qui est égal à moins 0,5, on a moins 6,125. Ici, on a moins 1,125. Et avec x qui tend vers l'infini, on l'a calculé ici avec la limite, on a plus l'infini. Ensuite, pour la dérivée de f de x, on doit simplement indiquer le signe. Donc, je vais débuter. Ici, on avait trouvé notre 0. Donc, ici, on le sait d'avance que c'est égal à 0. Donc, ici, avec un x qui tend vers moins l'infini, on a un négatif. Ici, on a un positif et un positif. Avec f'' de x, on connaît nos zéros. Donc, ici, on a un 0. Ici aussi, on a un 0. Ensuite, on va calculer f'' de x avec x qui tend vers moins l'infini. Ça nous donne une réponse positive. Avec un x de moins 1,13951, on a une réponse positive. Avec un x qui tend vers l'infini, on a une valeur positive. Et ici, on a deux zéros adjacents. Donc, on doit utiliser une valeur intermédiaire pour calculer le signe de f'' de x entre ces deux points-là. Donc, je vais prendre un x qui est égal à 0, parce que 0 c'est situé entre moins 0,5 et 0,5. Et la réponse que ça nous donne, c'est une valeur négative. Donc, on va indiquer la nature de chacune de nos cellules ici. Donc, f' de x, puisqu'il est négatif, ça veut dire que notre fonction, elle décroît. Si f' de x est positif, ça monte. Ici, ça monte. Ici, ça monte. Donc, à notre 0 ici, qu'on avait un point critique, eh bien, on passe d'une fonction qui descend à une fonction qui monte. Donc, ici, on va avoir un minimum. Pour f'' de x, ici, notre sens est positif. Donc, la forme de notre courbe, elle va être croissante vers le haut. Croissante vers le haut. Ici, avec notre signe négatif, elle va être concave vers le bas. Ici, avec un signe positif, concave vers le haut. Et avec, pour nos valeurs de 0 ici, nos points critiques, on passe d'une courbe qui est concave vers le haut vers concave vers le bas. Donc, c'est un point d'inflexion. Et ici, c'est la même chose. On passe de concave vers le bas à concave vers le haut. Donc, on a également un point d'inflexion. Donc, on a trouvé nos points critiques. Je vais simplement les réécrire. Donc, on a un minimum. Un minimum ici. Le minimum est situé en x est égal à moins 1,13951 et en y qui est égal à moins 9,22. Pour le maximum, on n'a aucun maximum. Et les points d'inflexion, on a deux points d'inflexion. On a le point d'inflexion x est égal à 0,5 et y est égal à moins 6,125. Ici, c'est pas x est égal à 0,5, c'est x est égal à moins 0,5. Et on a aussi le point x est égal à 0,5 et y qui est égal à moins 1,125. Donc voilà, on a trouvé nos points critiques. On va ensuite faire l'exercice F.
f, on a f de x qui est égal à 5x carré moins 2 divisé par 2x moins 3. Donc, on va débuter par trouver les asymptotes horizontales. Pour les asymptotes horizontales, on doit d'abord calculer les limites de notre fonction lorsque x tend vers moins l'infini. Si ça nous donne une réponse réelle, on va avoir une asymptote, mais dans ce cas-ci, quand on calcule la limite, on trouve moins l'infini. On va ensuite calculer la limite de la fonction, mais avec x qui tend vers plus l'infini. Et là, on trouve l'infini. Donc, on n'a pas d'asymptote horizontale. On va ensuite vérifier pour les asymptotes verticales. Pour l'asymptote verticale, on doit vérifier si la fonction est sous une des formes qui admet des asymptotes. Et c'est le cas, f de x est une fonction sous la forme g de x sur h de x. Donc, on doit prendre le terme en dessous et le résoudre. Donc, résoudre h de a est égal à 0 et trouver les points A. Donc, on va prendre le terme en dessous de notre fonction. Donc, on va avoir h de a qui est égal à 2x moins 2, 2x moins 3. On doit résoudre ça étant égal. On va prendre le dénominateur de notre fonction. Donc, on va prendre h de a qui est 3x moins 2. Donc, on va remplacer x par a. Donc, on va avoir est égal à 3a moins 2. Si on doit résoudre ça étant égal à 0, donc on va trouver a qui est égal à 3 demi. Donc on doit ensuite vérifier si la limite, lorsque x tend vers a, mais a du côté négatif, donc a moins, de notre fonction, si c'est égal à plus ou moins l'infini. On va faire la même vérification avec x qui tend vers a du côté positif. Donc, on va calculer la limite de x qui tend vers 3 demi moins de notre fonction, donc la fonction 5x carré moins 2 divisé par 2x moins 3. Si on trouve moins l'infini, on va faire la même vérification avec a plus. Donc, la limite, lorsque x tend vers 3 demi plus de notre fonction 5x carré moins 2 sur 2x moins 3. Et on trouve l'infini. Donc, nous avons une asymptote verticale en x qui est égal à 3 demi, donc qui est égal à 1,5. Et ça, l'asymptote est des deux côtés du graphe, donc du côté dans le haut du graphique et dans le bas du graphique. On va ensuite calculer nos points critiques. Donc, on a comme premier point critique, dans le fond, on doit premièrement calculer notre dérivée et notre dérivée seconde. Donc, la dérivée, ça nous donne 2, entre parenthèses, 5x carré moins 15x plus 2 divisé par 2x moins 3 au carré. Et la dérivée seconde, on a 74 divisé par 2x moins 3 à la cube. On doit résoudre la dérivée qui est égale à 0 et la dérivée seconde qui est égale à 0. Et on trouve les valeurs de x. Ici, x qui est égal à 0,140. On a aussi x qui est égal à 2,860. Et pour f' de x, on trouve aucune valeur de x. Donc, l'étape suivante, on va se tracer notre tableau des valeurs, notre tableau des signes. Sur l'axe des x,
on va indiquer moins l'infini et plus l'infini. On doit ensuite indiquer nos asymptotes verticales. Donc, les asymptotes verticales, on a asymptote verticale en x qui est égal à 1,5. On va indiquer 1,5. On doit ensuite indiquer nos points critiques. Donc, les points critiques, on a x qui est égal à 0,140 et x qui est égal à 2,860. Pour f de x, on va calculer f de x pour chacune des valeurs de x. Donc, avec un x, lorsque x tend vers moins l'infini, on avait fait ce calcul-là pour les asymptotes horizontales. On trouve moins l'infini. Et pour x, avec un x de plus l'infini, on avait plus l'infini. Ensuite, on va calculer avec 0,140. Donc, on trouve 0,699. Ici, on ne trouve aucune valeur. Ici, on trouve 14,301. Ensuite, pour f' de x, on doit indiquer les signes. Donc, ici, on a un signe positif. Si on trouve, on avait notre 0, on avait un 0 ici. On avait également un 0 à 2,860. Et à 1,5, quand on le calcule, on trouve une valeur négative. Et avec plus l'infini, on trouve une valeur positive. Avec f' de x, avec un x de moins l'infini, on trouve une valeur négative. Ici, on trouve une valeur négative. Ici, on ne trouve aucune valeur. Ici, on trouve une valeur positive. Une valeur positive. On n'a aucune cellule qui ont des zéros adjacents. Donc, ce qu'on doit faire, on doit indiquer la nature de nos points critiques. Donc, f' de x avec un signe positif, ça veut dire que notre fonction elle monte, la courbe elle monte. Si la fonction elle descend, si la courbe elle monte. Ici, f' de x est négatif, donc c'est concave vers le bas, concave vers le bas, concave vers le haut et concave vers le haut. Ici, à notre 0, on passe d'une fonction qui monte à une fonction qui descend. Donc ici, on va avoir un maximum. Ici, on passe d'une fonction qui descend à une fonction qui monte. Donc on va avoir un minimum. Et ici, on va indiquer le point qu'on avait ici. Mais à x est égal à 1,5, on avait un asymptote. Donc on va marquer ici asymptote verticale. Donc on va indiquer la nature de nos extrémums. Donc on a un minimum en x qui est égal à 2,860 et en y qui est égal à 14,301. Ça, c'était ce point ici, le minimum avec un x de 2,860 et un y de 14,301. Et on a un maximum. Maximum en x est égal à 0,140 et un y qui est égal à 0,699. On va faire maintenant le numéro g. Numéro g, on a la fonction f de x qui est égale à 2x divisé par racine de x carré plus 4. Tout d'abord, on va trouver les asymptotes horizontales. Asymptote horizontale, on doit d'abord calculer la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Quand on fait ce calcul, on trouve une valeur de moins 2. Et ensuite, on doit aussi calculer la limite de notre fonction, la fonction f de x, mais lorsque x tend vers infini positif. Et ça nous donne 2. Donc, on a deux asymptotes. On a deux asymptotes horizontales. L'asymptote horizontale, on a l'asymptote horizontale y est égal à moins 2. Puis ça va être du côté négatif, donc du côté gauche du graphique. Donc, l'asymptote, on va avoir un asymptote que lorsque x se tend vers moins l'infini, notre fonction va tendre en y à moins 2. Et du côté droit du graphique, en direction des x positifs, de x vers l'infini, la fonction tend vers y est égal à 2.
On va ensuite vérifier les asymptotes verticales. On doit d'abord vérifier si la fonction est sous une forme qui admet des asymptotes verticales. Et dans notre fonction, c'est le cas. On a une fraction, donc on a une certaine fonction divisée par une autre certaine fonction. Donc on va devoir résoudre, prendre le dénominateur, le terme sous la fonction, et le résoudre pour trouver les valeurs de x pour que l'équation soit égale à 0. Donc, on prend le terme sous la fonction. Donc, on prend le dénominateur. Donc, on va prendre h de a. Donc, ça, c'est le terme sous notre fonction. On va remplacer x par a. Donc, on va avoir racine de a carré plus 4. Et on cherche pour que cette fonction-là soit égale à 0. Et quand on résout, quand on tente de résoudre cette égalité-là, on ne trouve aucune valeur de a. Donc, ça veut dire que nous n'avons cette fonction n'admet pas d'asymptote verticale. L'étape suivante, on va tracer le tableau des valeurs, le tableau des signes. Avant de tracer le tableau des signes, on va trouver nos points critiques. Donc, les points critiques sont situés lorsque on doit trouver f' de x et f' de x. F' de x, quand on dérive notre fonction, on trouve 8 divisé par x carré plus 4 exposant 3 demi. Et quand on la dérive une seconde fois, on trouve moins 24 x divisé par x carré plus 4 exposant 5 demi. Et quand on résout ces deux équations-là, donc quand on résout f' de x qui est égal à 0 et f' de x qui est égal à 0, on trouve pour f' de x qui est égal à 0, on n'a aucune valeur de x. Et pour f' de x qui est égal à 0, on trouve la valeur de x est égal à 0. Donc, on va ensuite se tracer notre tableau des signes. Sur l'axe des x, on indique tout d'abord moins l'infini et plus l'infini. On indique ensuite nos asymptotes verticales. On n'a pas d'asymptote verticale. Et on indique ensuite nos points critiques. Donc, pour f' de x, on n'a pas de point critique. Et pour f' de x, on a x est égal à 0. Donc, on indique 0. Pour chacune des valeurs de x, on va indiquer le calcul de f de x. Donc, f de x avec x qui est égal à moins l'infini, on l'avait ici, avec moins l'infini. On a f de x qui est égal à moins 2. Avec x qui est égal à 0, quand on le calcule, on trouve 0. Et avec x de plus l'infini, on l'avait calculé aussi, on trouve 2. Ensuite, pour f' de x, avec un x qui tend vers moins l'infini, quand on fait le calcul, on trouve 0. Avec un f' de x, avec un x de 0, on a une valeur positive. Et avec un x de l'infini, qui tend vers l'infini, on trouve 0. Et pour f' de x, on a aussi 0. On a un 0 ici aussi. Et on a 0. Donc, puisqu'on a des zéros adjacents, on doit calculer avec des valeurs intermédiaires. Donc, supposons on prend x est égal à moins 1 et x est égal à 1. Donc, on trouve ici que la valeur f' de x est positive et ici qu'elle est négative. Donc, ici, on va indiquer la nature de nos points. Donc, f' de x ici, elle est positive. Donc, c'est une fonction qui augmente. Si f' de x est positif, donc elle est concave vers le haut. Si f' est négatif, elle est concave vers le bas.
Ici, à f' de x est égal à 0, lorsque x est égal à 0, on a un point d'inflexion. Et ici, ici, avec x de moins l'infini, on a f' de x est égal à 0 et f' de x est égal à 0. Ici, la nature du point critique, on l'avait trouvé ici, ce sont des asymptotes horizontales. Donc, on va indiquer le résultat final. On a aucun maximum, aucun minimum. Nous avons un point d'inflexion en x est égal à 0 et en f' de x qui est égal à 0. Donc, en x est égal à 0 et y est égal à 0. En j, on a la fonction f de x qui est égale à 50 divisé par x moins 1 fois 5x moins 6 fois 10x moins 11. Donc, première étape qu'on va faire, on va trouver les asymptotes horizontales. Tout d'abord, on doit trouver la limite de la fonction lorsque x tend vers moins l'infini. On doit aussi calculer la limite de notre fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Et on trouve pour x qui tend vers moins l'infini, on trouve la valeur de 0. Et pour x, la fonction de x, lorsque x tend vers plus l'infini, on trouve également une valeur de 0. Donc, on a des asymptotes horizontales en y qui est égal à 0 des deux côtés. Donc, du côté négatif vers la gauche et du côté sur l'axe positif vers la droite. Donc, des deux côtés. On va ensuite chercher les asymptotes verticales. On doit d'abord observer la fonction et se demander si la fonction est présentée sous une forme qui admet des asymptotes. Donc, est-ce qu'elle est sous la forme d'une fraction, d'une certaine fonction divisée par une certaine fonction? C'est le cas. On a comme numérateur, on a 50 et on a comme dénominateur la fonction x-1, 5x-6 fois 10x moins 11. Donc, on va aller chercher à résoudre le dénominateur étant égal à 0 et de trouver les valeurs de x qui permettent cette égalité. Donc, on prend la fonction qui est au dénominateur. Donc, on a a-1 fois 5a-6 fois 10a-11. On veut résoudre ça étant égal à 0. Donc, on va trouver les points suivants. On trouve a qui est égal à 1, a qui est égal à 11 dixièmes. Donc, je vais l'écrire aussi sous la forme décimale, donc 1,1. Et on a a qui est égal à 6 cinquièmes. Donc, ça, c'est égal à 1,2. Pour chacun de ces points-là, on doit vérifier si la limite de notre fonction avec x qui tend vers a, mais à partir de la droite, donc a moins, est-ce que c'est égal à plus ou moins l'infini? Et on va aussi vérifier l'inverse, mais cette fois-ci avec la limite de la fonction lorsque x tend vers a, mais cette fois-ci du côté droite, donc a plus. Et on va vérifier si ça aussi c'est égal à plus ou moins l'infini. Donc, cette fois-ci, on a 3 valeurs de a. Donc, pour chacune des valeurs de a, on va faire ces deux vérifications-là. Donc, on a 6 vérifications à faire. Donc, on va faire nos 6 vérifications. Donc, avec la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à partir de la gauche, on trouve moins l'infini.
avec x qui tend vers 1 plus, on a également plus, on a plus l'infini. Ici, on a plus l'infini. Ici, on a moins l'infini et plus l'infini. Donc, pour chacune de nos vérifications, le critère pour avoir une asymptote verticale, les critères sont respectés. Donc, on va avoir des asymptotes en x qui est égal à 1, x est égal à 1,1 et aussi en x est égal à 1,2. Et puisque chacune des vérifications, autant lorsqu'on part du côté négatif que du côté positif, bien ça signifie qu'on a des asymptotes. Pour chacune des limites qu'on a trouvées, on fait la vérification et on s'aperçoit que chacune des limites sont égales soit à plus l'infini ou soit à moins l'infini. Donc ça signifie qu'on va avoir des asymptotes en x est égal à 1, en x est égal à 1,1 et en x est égal à 1,2. Puis pour chacune des valeurs de x, donc pour x est égal à 1, on a une réponse qui nous donne plus l'infini, puis on a une réponse qui nous donne moins l'infini. Donc on va avoir une asymptote pour le point x est égal à 1. On a une asymptote autant du côté positif, donc du côté infini, lorsque y s'en va vers l'infini, que du côté moins l'infini, donc vers le bas du graphique. Donc pour ce point-ci, on a des asymptotes des deux côtés, autant en haut qu'en bas. Ici, pour 1,1, c'est la même chose. On a trouvé les réponses plus l'infini et moins l'infini. Donc, on va avoir des asymptotes des deux côtés. Et même chose pour 1,2. Donc, pour chacune des asymptotes, les asymptotes sont des deux côtés du graphique. Donc, du côté y qui tend vers l'infini et y qui tend vers moins l'infini, donc vers le bas de notre graphique. On va ensuite trouver nos points critiques. Donc, tout d'abord, on va calculer f' de x et f' de x. On va ensuite trouver les points critiques. Les points critiques sont situés lorsque f' de x qui est égal à 0 et lorsque f' de x est égal à 0. Et quand on fait ces vérifications-là, quand on résout ces équations-là, on trouve, pour f' de x qui est égal à 0, on trouve x qui est égal à moins racine de 3 moins 33 divisé par 30. Donc ça, en valeur numérique, ça nous donne environ 1,042. Et on a aussi x est égal à racine de 3 plus 33 divisé par 30. Donc ça donne environ égal à 1,158. Et pour f' de x, on trouve, il n'y a aucune valeur de x qui respecte cette équation-là. Donc, on n'a aucune valeur de x. On va ensuite se tracer notre tableau des signes. Je vais le tracer sur la page suivante. Donc, sur notre ligne des x, on indique moins l'infini et plus l'infini. On va également indiquer nos asymptotes verticales. Donc, les asymptotes verticales, on avait trouvé x est égal à 1, x est égal à 1,1 et x est égal à 1,2. Donc, on a x est égal à 1, 1,1 et 1,2. Et on va indiquer également nos points critiques. Donc, on a les points critiques ici, 1,042 et 1,158. Pour ce numéro-ci, je vais le garder sous la forme de la fraction parce que j'ai fait les calculs avec les deux. Et si on prend les valeurs décimales, on perd beaucoup de précision au niveau de f de x. Donc, on va prendre la valeur exacte. Ensuite, pour chacune des valeurs f de x, on va calculer
le résultat de la fonction pour chacune de nos valeurs de x. Donc, pour x qui tend vers moins l'infini, on l'avait calculé ici pour l'asymptote horizontale, donc avec x, f de x avec x qui tend vers moins l'infini, on trouve 0. Donc, on l'indique ici, 0. Pour x qui est égal à 1, on ne trouve aucune valeur de f de x, ce qui est tout à fait normal parce qu'on a une asymptote verticale en x qui est égale à 1. Pour x qui est égal à moins racine de 3 moins 33 divisé par 30, on trouve 2598. Pour 1,1, on trouve aucune valeur parce que c'est une asymptote verticale. Ici, on a moins 2598. Ici, on trouve aucune valeur. Et ici, on a 0. Et ensuite, pour f' de x et f' de x, on refait les calculs, mais on indique le signe seulement. Donc, pour f' de x est égal à 0, on a un 0. Ici, avec x est égal à 1, on a une valeur négative. Ici, on a un 0, valeur positive, un 0, une valeur négative et un 0. Et pour f' de x, on a 0. Ici, on n'a aucune valeur. Ici, on a un positif. Ici, on n'a aucune valeur. Ici, on a négatif. Ici, on n'a aucune valeur. Et ici, on a un 0. Donc, on va indiquer la nature de chacun de nos points. Donc, on va commencer avec les f' de x. Donc, lorsque f' de x est négatif, ça veut dire que notre fonction elle descend. Avec f' de x qui est positif, notre fonction elle monte. Et ici, elle descend. Pour f'' de x, on va y aller ici, lorsque c'est positif, on est concave vers le haut. Et ici, avec f' de x qui est négatif, on est concave vers le bas. On va ensuite trouver, pour chacun de nos zéros, on va trouver la nature de ces points critiques. Donc ici, à x est égal à moins l'infini, on avait un asymptote horizontal. Ici, en x qui est égal à 1, on avait un asymptote vertical. Ici, en x qui est égal à moins racine de 3 moins 33 divisé par 30. Du côté gauche, on est pour f' de x, du côté gauche, on descend. Puis à droite de notre point critique, on se met à monter. Donc ici, on a un minimum. Pour 1,1, on avait un asymptote vertical. Pour racine de 3 plus 33 divisé par 30, du côté gauche, on monte. Et après notre point critique, on se met à descendre. Donc, on a un maximum ici. Et à 1,2, on a encore un asymptote vertical. Et ici, à x est égal à l'infini, on avait un asymptote horizontal. Donc, on a déjà indiqué, pour nos asymptotes, on les a déjà indiqués ici, asymptote vertical et asymptote horizontal. On va maintenant indiquer nos minimum, maximum et point d'inflexion. Donc, on a un minimum, si notre minimum est ici, en x qui est égal à moins racine de 3 moins 33 divisé par 30. Et en y qui est égal à 2598. On a aussi un maximum. Notre maximum est ici, en x qui est égal à racine de 3 plus 33 divisé par 30. Et en y qui est égal à moins 2598. Et on n'a pas de point d'inflexion.
Exercice 3.8. 3.8, on a la fonction suivante. On a p de x qui est égal à 4000 plus 400 fois sin de pi x sur 6 plus 180 fois sin de pi x sur 3. Cette fonction-là représente la population la population de chevreuils avec x. X qui est le temps, le nombre de mois écoulés depuis le 1er avril. La première étape qu'on nous demande, c'est de représenter cette fonction-là graphiquement. Ça va être une fonction périodique. Donc, on nous demande de représenter cette fonction-là sur la calculatrice TI pour une période. Donc, on va le faire ensemble. On ouvre la calculatrice, on ouvre notre calculatrice et on doit ajouter un nouveau graphique. Donc, ce qu'on va faire, on va faire CTRL et document. Donc, ça va ouvrir une nouvelle page. Et on va ajouter une page graphique. On nous demande ensuite, ici, d'indiquer la fonction à afficher. Donc, on a f1 de x, donc on va écrire 4000. Et on fait Enter. Donc, en ce moment, la fonction est tracée. Par contre, à cause de nos échelles, ici, on ne les voit pas. Donc, notre fonction, quand on regarde notre fonction, ça dit que c'est 4000 plus 400 sin plus 180 sin. Donc, je vais augmenter mon échelle des x, puis je vais écrire 4000, voir si je verrai quelque chose. Donc, on peut cliquer, pour changer l'échelle, on peut cliquer seulement sur le texte ici. Et ça nous donne l'option de le modifier. Donc, on va écrire 4000. Enter. Donc, on voit le début de notre fonction ici. Donc, je vais recliquer dessus. Et je vais écrire 6000. Comme ça ici. Et le minimum, en ce moment, il est à moins 6,67. Je vais le changer et je vais le mettre à 0. Comme ça ici. En ce moment, on ne voit pas trop que c'est périodique, donc je vais élargir ma fenêtre en X. Donc ici, au lieu d'avoir d'une échelle de moins 10 à 10, ici, je vais l'agrandir et je vais marquer 100. Bon, on voit la périodicité. Pour mon intervalle en X, pour voir c'est quoi le maximum puis le minimum, ce qu'on va faire, on va aller dans Menu, ici. On va aller chercher Analyse graphique. Et le numéro 2, ça nous permet de voir la valeur minimum. Donc, on doit indiquer un intervalle sur notre fonction. Donc, je vais cliquer à peu près ici pour la limite inférieure. Ici, à peu près pour la limite supérieure. Et ça m'indique mon minimum ici. Donc, mon minimum, dans le fond, c'est les coordonnées en X, mais ce qui nous intéresse, c'est la coordonnée en Y. Donc, le minimum en Y est de 3500. Et pour le maximum, on va aller encore menu, analyse graphique. Et cette fois-ci, on va cliquer sur 3 pour valeur maximum. On va faire la même chose. Et on voit que notre maximum en Y est de 4500. Donc, on va modifier notre échelle graphique. Je vais vous montrer un autre moyen pour modifier l'échelle graphique. Donc, au lieu de cliquer sur nos échelles ici, on va aller dans Menu, Fenêtre, ici, Menu 4, 1 pour réglage de la fenêtre. Ici, on peut indiquer nos valeurs minimum et maximum de nos axes. Donc, pour Y minimum, on va marquer 3500. Ici, on va marquer 4500. Voilà, donc le minimum et le maximum. En X minimum, on va se le mettre à 0. Donc, on va menu 4, 1. En X minimum, on va indiquer 0. Comme ça ici. Donc, on a plusieurs périodes de la fonction. Donc, on va y aller à peu près. Donc, en ce moment, notre maximum il est 100.
je vais y aller à peu près au cinquième de cette mesure-là. Donc, je vais y aller à peu près à x est égal à 20 pour le maximum. Donc, menu 4, 1. Donc, pour le x maximum, je vais indiquer 20. OK. Donc là, en ce moment, je suis un peu plus grand qu'une période parce que dans le fond, on atteint 2 fois le sommet, 2 fois le maximum. Donc, je vais réduire ça un petit peu. Je vais le mettre à 15. Menu 4, 1. Je vais le mettre à 15. Je suis encore une fois un petit peu en haut du maximum. Donc, l'objectif, c'est que ici, on débute à ce point-là. Je vais afficher la grille, le grillage, pour nous aider à prendre nos mesures. Donc, on va faire menu, affichage ici, grille. Et on va faire la grille ici, 3. Donc, notre grillage vient d'afficher. Donc, notre période, notre fonction, elle monte ici, elle descend. Quand on revient à ce point-ci, on arrive à la même hauteur, au même endroit qu'on a débuté. Donc, notre période, elle prend fin ici. Donc, en ce moment, on est à x est égal à 15. Je vais le réduire à 12. Menu fenêtre. Donc, menu 4, 1. Donc, au lieu de 15, je vais écrire 12. OK. Donc, notre période termine au même endroit qu'elle a débuté. Donc, on vient d'afficher notre fonction. On vient d'afficher la fonction 4000 plus 400 sin de pi x sur 6 plus 180 fois sin de pi x sur 3. Puis on l'a affiché pour une période. Donc, on vient de déterminer le point A. Ensuite, pour le point B, on nous demande durant quel mois le troupeau est-il le moins populeux et quel est le minimum de la population de ce troupeau à cette période. Donc, ce qu'on cherche à trouver, c'est le minimum. Donc, les minimums, comment on les trouvait? Comment on trouve ça? C'est grâce, je vais premièrement indiquer la question ici. Donc, en B. En B, on cherche le minimum. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver nos points critiques. Donc, on va chercher quand est-ce que P de x qui est égal à 0. Donc, P de x qui est égal à 0. Donc, je vais calculer la dérivée de P de x. Donc, on va trouver la dérivée de cette fonction-là. Et ça nous donne... On va aussi chercher P'' de x. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on suit nos étapes, les étapes d'analyse graphique. Seulement, j'ai sauté l'étape des asymptotes parce que c'est pas une question qu'on demande en 3.8. Donc, je passe directement à l'analyse de nos points critiques et ensuite, on va se faire notre tableau des signes. Donc, la dérivée seconde de P, ça nous donne... Donc, on va chercher à résoudre les équations, la dérivée de x, la dérivée de p qui est égale à 0 et la dérivée seconde de p est égale à 0. On va trouver les valeurs de x suivantes. Donc, pour p' de x, on a x qui est égal... Mais dans le fond, vu que c'est une fonction périodique, on va chercher les valeurs de x qui sont entre 0 et 12, 0 et 12 étant notre période. Donc, on va chercher les points x. On va trouver le point x est égal à 2,0396 et x qui est égal à 9,9604. Et pour P' de x, on va avoir x qui est égal à 0, x est égal à 3,538, x qui est égal à 6, x qui est égal à
9,462 et x qui est égal à 12. On va ensuite se tracer notre tableau des signes. Donc, on indique sur l'axe des x, pour ce cas-ci, notre intervalle n'est pas entre moins l'infini et plus l'infini, parce que vu que c'est une fonction périodique, puis là, ce qui nous intéresse, c'est pour une seule période. Donc, on va indiquer ici la borne inférieure de notre période, donc 0 ici. Et on va indiquer ici la borne supérieure à notre période, donc on va indiquer 12. Et on va indiquer ensuite nos points critiques. Donc, on a 2,0396. On les indique en ordre croissant, bien sûr. On a 3,538. On a 6. On a 8,462. On a 9,9604. Et on a 12. Ensuite, on trace nos colonnes. Pour chacune des valeurs f de x, on va le calculer avec nos valeurs de x ici. Donc, on a 4000. Ici, on a 4503, 4288, 4000, 3712, 3498 et 4000. Pour f' de x, on va calculer le signe de à chacun des x. Je vais tout de suite indiquer nos zéros parce qu'on a déjà trouvé ici pour x est égal à 2,0396 que f' de x est égal à 0. Même chose pour 9,96. Ensuite, pour les autres signes, ici avec x est égal à 0, on a un signe positif. Ici négatif, négatif, négatif. Et à x est égal à 12, positif. Et pour f' de x, on a un 0. F' de x est égal à 0 lorsque x est égal à 0. Lorsque x est égal à 3,538, x est égal à 6, x est égal à 8,4 et x est égal à 12. Ici, on a un signe à 2,0396, on a un signe négatif. Ici, on a un signe positif. Si on a des zéros qui sont adjacents, donc on doit faire le calcul avec des valeurs intermédiaires. Donc, si on trouve, par exemple, on peut prendre un x est égal à 4, situé entre 3,5 et 6. Et on trouve que f' de x est positif, et ici qu'elle est négatif. Donc, l'étape suivante consiste à indiquer la nature de nos points critiques. Donc, si f' de x est positif, la fonction elle monte. Quand elle est négative, elle descend. Descend, descend. Ici, positive, elle monte. Pour f' de x, ici, elle est négative, donc elle est concave vers le bas. Ici, positif, concave vers le haut. Concave vers le bas, concave vers le haut. Ici, pour f' de x est égal à 0, on passe d'une fonction qui monte à une fonction qui descend. Donc, ici, on va avoir un maximum. Et ici, à x est égal à 9,96, on passe d'une fonction qui descend à une fonction qui monte. Donc, ici, on va avoir un minimum. Ici, pour f' de x, pour x qui est égal à 0, on passe d'une fonction du côté gauche, vu que c'est périodique, on va regarder ici. Donc, on passe d'une fonction concave vers le haut à concave vers le bas. Donc, on a un point d'inflexion. Ici, on passe de concave vers le bas à concave vers le haut. Donc, on a un point d'inflexion. Ici, de concave vers le haut à concave vers le bas, point d'inflexion. Et un autre point d'inflexion ici. Et ici aussi, point d'inflexion. Donc, pour répondre à la question B, qu'on nous demandait
durant quel mois le troupeau est le moins populeux et quel est le minimum de cette population. Donc, je vais indiquer la réponse ici. On a un minimum. Notre minimum il est ici. Donc, notre minimum est en X qui est égal à 9,9604. La population à ce moment-là, Y est égal à 3498 chevreuils. Et dans le fond, X, c'était le nombre de mois écoulés depuis le 1er avril. Donc, si on fait le 1er avril plus 9,96 mois, ça nous donne fin janvier. Ensuite, en C, on nous demande à quel moment la population du troupeau décroît-elle le plus rapidement. Donc ça, dans le fond, on cherche, le point qu'on cherche, c'est le point que f' de x est minimum. Donc les points où est-ce que f' de x est minimum, c'est la même stratégie qu'on utilise pour trouver le minimum d'une population. Donc, pour trouver le minimum d'une population, on trouvait les points où est-ce que f' de x était égal à 0. Donc, on va faire la même chose. Là, on cherche les points où c'est que f' de x est minimum. Donc, on va chercher les points où est-ce que la dérivée seconde de x, de f de x est égale à 0. Donc, ça, c'est des points qu'on a déjà trouvés ici. Donc, pour chacun de ces points-là, ici, on a simplement indiqué, en f de x, on a simplement indiqué les signes. Mais là, je vais réécrire les valeurs numériques à chacun de ces points-là. Donc, on avait x est égal à 0. X qui est égal à 3,538. X qui est égal à 6. X qui est égal à 8,462. Et X qui est égal à 12. Ça, dans le fond, c'est tous les points où est-ce que f' de x est égal à 0. Donc, c'était nos 5 points ici. Et pour chacun de ces points-là, on va calculer f' de x. Donc, ici, on avait 397,94 moins 217,58 moins 20,94 moins 217,58 et 397,94. Donc, avec ça, on est capable de trouver quels sont les taux de croissance qui sont minimums. Donc, on a ce point-là ici à moins 217,58 et on a celui-là ici. Donc, ça, ce sont deux minimums. Donc, si en x est égal à 3,538, quand on le calcule en mois, ça nous donne la mi-juillet. Et ici, avec x est égal à 8,4, ça nous donne la mi-décembre. Et dans la question, on nous demandait combien y aura-t-il de chevreuils à ce moment-là. Donc, on regarde ici pour x qui est égal à 3,538. On avait 4288 chevreuils. Y est égal à 4288 chevreuils. Et pour x qui est égal à 8,4, on avait 3712 chevreuils. En deuxième partie de ce cours, on va apprendre une technique qui met en pratique les dérivés. La technique s'appelle la dérivation en chaîne ou les problèmes de taux liés. Je vais vous expliquer c'est quoi cette méthode. Puis après ça, on va faire des exercices de mise en application qu'on va résoudre grâce à cette technique. Donc, j'ai préparé un aide-mémoire. La méthode des taux liés ou de la dérivation en chaîne, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise quand, dans l'énoncé, on nous donne des dérivés, on nous donne la valeur d'une dérivée et que la question est qu'on cherche une autre dérivée.
On va, avant de rentrer dans le sujet, je veux faire un petit rappel que quand on a une fonction f de x, souvent ça correspond à la position d'un objet à un temps donné. Donc f de x, ça correspond à la position. Et si on dérive cette fonction-là, ça nous donne la vitesse de la fonction. Et si on la dérive une deuxième fois, ça nous donne l'accélération de cette fonction. Les étapes qu'on va suivre pour la résolution de problèmes de taux liés. En première étape, on va représenter graphiquement le problème grâce à un schéma. On va écrire les variables que le problème nous donne et on va écrire les dérivées qu'on nous donne et la dérivée qu'on cherche. Parce que le problème de taux liés, on nous donne une dérivée et on en cherche un autre. Donc, on va écrire les deux dérivées. En deuxième étape, on va particulièrement écrire la dérivée à trouver et on va écrire les relations entre chacune des variables que le problème nous donne. On va les écrire dans l'ordre du plus complexe au plus simple. Et la base de la méthode de dérivation en chaîne, ça dit que si on cherche une dérivée quelconque, supposons dz par dx, eh bien ça, c'est équivalent à prendre la dérivée dz sur dy fois dy sur dx. Donc ça, on va écrire ça. Et souvent, avec nos problèmes, on va avoir deux des trois termes, et on va chercher à trouver le troisième terme. Donc en étape 4, on va avoir notre fonction, on va la dériver et on va résoudre le problème. Donc on va débuter à l'instant avec un exemple. On va faire l'exercice 2.43. 2.43, on observe la croissance d'un cristal de forme cubique. Initialement, la hauteur du cube est de 1 cm et la surface du cube augmente à un taux de 6 cm par heure. On nous demande à quelle vitesse augmentera la hauteur du cube au moment où elle mesurera 5 cm. Donc, 2.43. La première étape de nos étapes, dans le fond, on sait qu'on utilise la méthode de taux lié car on nous donne une vitesse, on nous donne une dérivée. On nous dit la surface du cube augmente de 6 cm par heure, donc on nous donne une dérivée. Et la question, c'est à quelle vitesse augmentera la hauteur. Donc, ce qu'on cherche, c'est une autre dérivée. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on va utiliser la méthode de dérivation en chaîne. Donc, l'étape 1, on doit représenter graphiquement le problème. Donc, on se trace, on a un cristal sous forme de cube. Donc, supposons c'est comme ça ici. On va nommer la distance d'un côté h. Donc, on va dire h, on va écrire nos variables. Donc, h, c'est la hauteur en centimètres. Note, la surface du cube augmente d'un taux de 6 cm² par heure. Donc, on va avoir aussi la surface qu'on va appeler F, S. Donc, S, c'est surface en centimètres carrés. Et on a aussi le facteur temps. Donc, temps, on va l'appeler T. T, ça va être le temps en heures. Et on va écrire aussi les dérivées qu'on a. Donc, la première dérivée qu'on nous donne, c'est la surface du cube augmente d'un taux de 6 cm par heure. Donc, ça va être la dérivée surface par rapport à un facteur temps. Donc, on va avoir le taux de variation de la surface selon le temps, donc ds sur dt. Ça, c'est égal à 6. Et ce qu'on va chercher, c'est à quelle vitesse augmentera la hauteur du cube. Donc, on cherche la variation de la hauteur. Donc, on va chercher dh selon un facteur temps, donc selon dt. Donc, on cherche dh sur dt. Ensuite, la deuxième étape. La deuxième étape, on réécrit
la dérivée qu'on cherche. Donc, on cherche dH sur dt. Ça équivaut à combien? Et on le cherche lorsque la hauteur mesure... dans l'énoncé, on dit à quelle vitesse augmentera la hauteur au moment où elle mesurera 5 cm. Donc, on cherche la vitesse de la hauteur, donc le taux de variation de la hauteur, lorsque la hauteur sera égale à 5 cm. Et à l'étape 2 aussi, on va écrire les relations entre chacune de nos variables, de la plus complexe à la plus simple. Donc, la plus complexe, dans le fond, on a la hauteur, on a la surface et on a le temps. Donc, la plus complexe, c'est la surface. Donc, je vais écrire S ici. Ensuite, la surface peut être calculée grâce à la hauteur. Donc, en deuxième, ça va être la hauteur. Et en dernier lieu, la hauteur est déterminée en fonction du temps. Donc, ça va être comme ça ici. Ensuite, en troisième étape, on doit trouver une relation entre deux variables. Donc, la relation qu'on connaît entre deux variables, on est capable, on a un cube, et on connaît l'équation pour trouver la surface à partir de la hauteur. Donc, on a la surface qui est égale à la surface d'une face, donc qui est égale à h carré. Et dans un cube, on a 6 faces, donc ça va être fois 6. Et à la troisième étape aussi, on va écrire la dérivation en chaîne. Donc, on va écrire ds sur dt. Donc, la dérivée du terme le plus compliqué divisé par le terme le plus simple, c'est égal à la dérivée de ds sur dh, fois la dérivée de dh sur dt. Donc, on vient d'écrire la dérivation, notre dérivation en chaîne. Donc, ensuite, à l'étape 4, on va dériver notre équation ici. Donc, on a ds sur dh qui est égal à la dérivée de 6h carré sur dh. Donc, ds sur dh, c'est égal à 12h. Donc, on prend notre relation ici. On a ds sur dt est égal à ds sur dh fois dh sur dt. Donc, ds sur dt, on l'a trouvé à l'étape 1. On nous le donne dans l'énoncé. Donc, ds sur dt, c'est égal à 6, qui est égal à ds sur dh. ds sur dh, on vient de le calculer ici, et c'est égal à 12h. Et dh sur dt, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va réécrire dh sur dt. Donc, là, ce qu'on cherche à faire, c'est à isoler dh sur dt. Donc, on va avoir dh sur dt qui est égal à 6 sur 12, 6 sur 12h, que ça, c'est égal à 1 sur 2h. Donc, on a trouvé l'équation de dh sur dt en fonction de h. Donc là, on cherche, la question qu'on nous demandait, c'était quelle est la vitesse, à quelle vitesse augmente la hauteur de notre cube lorsque la hauteur est égale à 5 cm. Donc, on va prendre notre équation ici et on va remplacer h par 5. Donc, on va avoir 1 sur 2 fois 5 qui est égal à 1 sur 10 cm par seconde. On va ensuite faire le numéro 2.44. 2.44, on a une boule de neige qui fond tout en gardant un aspect sphérique. Donc, ça reste une boule de neige qui rapetisse. La surface perd 2 cm² par minute et on nous demande à quelle vitesse diminue le rayon de la boule au moment où celui-ci mesure 6 cm. Donc, on nous donne une dérivée. On nous dit que la surface perd
2 cm² par minute. Et on nous demande à quelle vitesse diminue. Donc, on nous demande de calculer une autre dérivée. Donc, à ce moment-là, on nous donne une dérivée, on cherche une autre dérivée. Donc, on sait qu'on utilise la dérivation en chaîne. Étape 1, on doit représenter graphiquement le problème. Donc, on va simplement se dessiner une boule, comme ça, avec un rayon. On va indiquer le rayon ici. Le rayon, on va le nommer R. On doit indiquer les variables. Donc, on va voir le rayon R, qui est le rayon en centimètres. On nous donne, dans le problème, on parle aussi de la surface. Donc, on va avoir la surface S, qui est surface en centimètres carrés. Et la surface, elle diminue selon un facteur temps. Donc, notre troisième variable, ça va être T, qui est le temps en minutes. On nous donne la dérivée, on nous donne le taux de variation de la surface selon le temps. Donc, on nous donne ds sur dt. Donc, la surface diminue de 2 cm par minute. Donc, la dérivée de la surface est égale à moins 2, comme ça. Et on cherche à savoir à quelle vitesse diminuera le rayon de la boule. Donc, on cherche le taux de variation du rayon selon le temps. Donc, dr sur dt. C'est ce qu'on cherche. Donc, à la deuxième étape, on va réécrire la dérivée qu'on cherche. On cherche dr sur dt. Et on cherche ce taux de variation-là lorsque le rayon de la boule sera de 6 cm. Donc, lorsque le rayon sera égal à 6. Et à la deuxième étape, on écrit la relation entre chacune de nos variables en débutant par la plus complexe. Donc, dans notre cas, la plus complexe, c'est la surface. Donc, la surface va dépendre du rayon de la boule et le rayon dépend du temps. Donc, comme ça ici. Ensuite, à la troisième étape, on doit représenter, on doit trouver une relation entre deux variables. Donc, la relation qu'on peut trouver, c'est la surface. On est capable de calculer la surface à partir du rayon. Pour une boule, le rayon de la surface d'une boule selon son rayon, c'est égal à 4 pi fois r carré. Et on écrit les dérivées en chaîne. Donc, on va écrire la dérivée de S par rapport à dt. Donc, ds sur dt. Grâce à la relation en chaîne, la règle de dérivation en chaîne, on sait que ds sur dt, c'est égal à ds sur dr fois dr sur dt. Donc, ds sur dr fois dr sur dt. Quatrième étape, on dérive et on résout. Donc, on va dériver ds. Notre ds est donné en fonction de la variable r. Donc, on va calculer ds sur dr, qui est égal à la dérivée de 4 pi r2 divisé par dr. Donc, ds sur dr, c'est égal à 8 pi fois r. Donc, ensuite, on résout. On prend notre dérivation en chaîne et on remplace les termes par les termes qu'on connaît. Donc, ds sur dt, on nous le donne dans l'énoncé. C'est égal à moins 2. Ça, c'est égal à ds fois dr, ds sur dr. ds sur dr, on l'a calculé ici. C'est 8 pi r fois dr sur dt. dr sur dt, c'est ce qu'on cherche. Donc, dr sur dt. Donc, quand on isole dr sur dt, on trouve dr sur dt, ça va être égal à moins 2 divisé par 8 pi r, que ça, on peut simplifier par moins 1 sur 4
pi fois R. Et on cherche le taux de variation du rayon, à quelle vitesse diminue le rayon lorsque le rayon mesure 6. Donc, on va prendre cette équation-là et on va remplacer R par 6. Donc, 4 pi fois 6, qui est égal à moins 1 sur 24 pi centimètres par seconde. Donc voilà, on a trouvé à quelle vitesse le rayon diminue lorsque le rayon est égal à 6. On va faire maintenant 2.45. 2.45, on a des réservoirs de plusieurs formes et on nous pose plusieurs questions. Donc en A, on a un réservoir cylindrique. Le réservoir cylindrique, il y a une surface du cylindre de superficie de 2 mètres carrés et la hauteur, il est d'une hauteur h et on connaît le débit à laquelle il se vide de 0,1 mètre cube par seconde. Donc la première étape, on va se représenter graphiquement le problème. Donc, première étape, on va simplement retranscrire ce schéma. Donc, on a un cylindre. Ici, on a un débit qui sort, Q. On a ici de l'eau avec une superficie de A et une hauteur de H. Donc, les variables qu'on connaît, on a le débit. Ici, Q est égal au débit en mètres cubes par seconde. On a le temps t en secondes. On a la hauteur h, qui est la hauteur en centimètres, la hauteur en mètres. Et on a A. A, c'est la superficie du réservoir en mètres carrés. Donc, les taux de variation qu'on connaît, on nous a donné comme taux de variation Q. Donc, le Q, c'est le débit. Q, mais ça, on va essayer de l'exprimer sous la forme d'une dérivée. Donc, le débit, comment on va le calculer? Dans le fond, ça va être la vitesse à laquelle il descend fois la superficie. Donc, ça va nous donner... Dans le fond, ce qu'on cherche à savoir, c'est la variation de volume par rapport au temps. Donc, la variation de volume, ça va être la superficie de notre cylindre fois la variation de la hauteur. Donc, on va avoir A, la superficie A, fois le taux de variation de la hauteur, donc moins dH sur dt. Et ça, on connaît la valeur de Q, c'est 0,1. Et ce qu'on cherche, on cherche à trouver la vitesse à laquelle le réservoir va se vider. Donc, on cherche dH sur dt. Ici, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser la dérivation en chaîne parce que A, on nous l'a donné ici. A, c'est égal à 2 mètres carrés. Donc, on connaît le A, on connaît le Q et on cherche moins dH sur dt. Donc, on a juste à faire une résolution d'équation. Donc, on a ici A qui est égal à 2 mètres carrés. On a Q qui est égal à 0,1 mètre cube par seconde. Puis on sait que ça, c'est égal à A, donc qui est égal à 2 mètres carrés, fois la variation le taux de variation de la hauteur, donc moins dH sur dt. Et si on isole dH sur dt là-dedans, on trouve moins 0,1 sur 2. Donc, c'est égal à moins 0,05 mètres cubes par seconde. Pas mètre cube. 0,05 mètres par seconde. Au numéro B de l'énoncé, on vient de faire A. Au numéro B, cette fois-ci, on a notre réservoir, il n'est
il n'est pas cylindrique, il est cônique. Donc ça, ce que ça va changer, c'est que la superficie A ne sera pas constante dans le temps, parce que dans le fond, en A, on avait la superficie A qui était égale à 2 mètres carrés. Donc, peu importe le temps, la superficie reste la même, tandis que dans un cône, la superficie de la base va varier dans le temps. Donc, considérez un bassin cônique vide, ouvert vers le haut, ayant un diamètre de 8 mètres à sa base supérieure et une profondeur de 6 mètres. On y verse un liquide à un taux de 0,2 m3 par seconde. Donc, on a le taux de variation du volume selon le temps. Et on demande à quelle vitesse le niveau du liquide montera-t-il. Donc, on cherche le taux de variation de la hauteur dans le temps lorsque la hauteur sera de 2 mètres et lorsque la hauteur sera de 3 mètres. Donc, on a beaucoup d'informations pour commencer. La première étape qu'on va faire, c'est représenter graphiquement le problème pour nous aider à comprendre. Donc, on a un réservoir cônique ouvert vers le haut. Donc, on a un réservoir cônique comme ça ici. On nous dit que ce réservoir cônique-là a un diamètre à sa base supérieure de 8 mètres et une profondeur de 6 mètres. Donc, de ces deux dimensions-là, la hauteur qu'on va nommer H, c'est le 6 mètres. Ici, il y a un diamètre de 8 mètres. Et on a de l'eau ici. Dans le fond, initialement, il est vide, il se remplit. Donc, à la vitesse qu'il va se remplir, on va avoir une hauteur que je vais nommer petit h. Donc, la hauteur petit h, c'est la hauteur de notre liquide. On va avoir aussi le diamètre à cet endroit-là. Donc, le diamètre que je vais nommer petit d. Donc, ensuite, on va écrire les variables qu'on connaît. Donc, on a la variable temps, comme toujours. Ça, c'est le temps en secondes. On a ensuite la profondeur, la hauteur de l'eau au moment donné. Donc, on a H qui est égal on va écrire profondeur en mètres. On a aussi le diamètre D. D qui est le diamètre de la base. Je vais écrire diamètre surface de l'eau. Ça, c'est donné en mètres. Et on va avoir aussi, je vais écrire ici, le volume. Donc, on a V qui est égal au volume en mètres cubes. Et on écrit aussi les dérivés qu'on a. Donc, dans l'énoncé, ce qu'on nous donnait, on nous disait on y verse un liquide avec un taux de 0,2 m3 par seconde. Donc, on a le taux de variation du volume selon le temps. Donc, on a dV sur dt qui est égal à 0,2 m3 par seconde. Et ce qu'on cherche, c'est à quelle vitesse le niveau du liquide montera-t-il. Donc, on cherche la variation de la hauteur. Donc, on cherche dH sur dt. En deuxième étape, on réécrit la dérivée qu'on cherche. Donc, on cherche dH sur dt. On le cherche lorsque la hauteur sera de 2 mètres. Donc, lorsque h sera égal à 2 mètres. Et on écrit nos variables en partant de la plus complexe à la plus simple. Donc, on va prendre, on doit utiliser 3 variables. Donc, les 3 variables qu'on va utiliser, c'est les 3 variables qui sont utilisées pour les dérivés. Donc, on a le volume, on a le temps et on a la hauteur. Donc, le plus complexe, c'est le volume. Ensuite, c'est la hauteur et ensuite, c'est le temps. Ensuite, en troisième étape,
on doit trouver la relation entre nos deux variables, entre deux des trois variables. Donc, c'est quoi l'équation? On va y aller avec le volume et la hauteur. Avec la hauteur et sa base, on est capable de trouver le volume d'eau. Donc, l'équation de volume d'un cône, c'est pi fois le rayon au carré fois h divisé par 3. Ça, c'est l'équation de volume d'un cône. Mais là, on a deux variables. Fait que là, on va essayer de réduire à une seule variable. Le rayon, dans le fond, si on coupe notre cylindre, si on coupe notre cône, on peut le représenter comme ça ici. On va avoir un cône comme ça. Donc, la dimension de notre cône, si on le prend, notre réservoir sur toute sa hauteur, on va avoir une hauteur ici de 6 mètres. Et cette dimension-là de côté, c'est la moitié de notre diamètre. Donc, c'est 8 divisé par 2. Et quand le réservoir se remplit, il va être à une certaine hauteur ici. Donc, à cet endroit-là, ici, on va avoir le rayon qu'on cherche et la hauteur à une hauteur donnée, donc à une hauteur h. Donc, si on fait la relation, on va avoir 4 sur 6. Donc, ce côté-là divisé par ce côté-là, ça doit être égal à ce côté-là divisé par ce côté-là. Donc, qui est égal à R sur H. Et si on isole R, on trouve 2 tiers fois H. Donc, dans notre équation ici de volume, avec les dimensions de notre réservoir qu'on nous a donné, on est capable de remplacer R par 2 tiers fois H. Donc, le volume est égal à pi fois 2 tiers au carré. 2 tiers de H. 2 tiers fois H au carré fois H divisé par 3. Donc, si on simplifie, on a le volume qui est égal à pi fois 4 neuvièmes H carré fois H sur 3. Et ça, c'est égal à pi fois 4 fois H à la cube divisé par 27. Et à la troisième étape, là, dans le fond, on a trouvé la relation entre le volume et la hauteur. On doit aussi inscrire les dérivés en chaîne. Donc, les dérivés en chaîne, on prend nos relations ici. Donc, on va avoir le dV sur dt qui est égal à dV sur dH fois dH sur dt. La quatrième étape, c'est de prendre notre relation ici, notre équation, la dériver, puis résoudre. Donc, on cherche dV sur dH, parce que notre équation de volume est donnée selon la variable h. Donc, dV sur dH, c'est égal à, dans le fond, quand on dérive cette équation-là, on trouve pi fois 4 h carré sur 9. Donc, quand on prend notre dérivé en chaîne, dV sur dt, on nous l'a donné au début, c'est 0,2. Donc, on a 0,2 qui est égal à dV sur dH. dV sur dH, on l'a calculé ici, est égal à pi fois 4 h carré sur 9 fois dH sur dt. dH sur dt, c'est ce qu'on cherche. dH sur dt. Donc, si on isole dH sur dt et dans le fond qu'on fait 0,2 divisé par ce terme-là, on trouve
9 sur 20 pi fois h carré. Et on cherche ça lorsque h est égal à 2 mètres. Et on va le chercher aussi, on cherche lorsque h est égal à 2 mètres, mais on va le chercher aussi pour h est égal à 3 mètres. Donc, si on prend h qui est égal à 2, on trouve dh sur dt qui est égal à 0,03581. Et si on prend h qui est égal à 3, on trouve dh sur dt qui est égal à 0,01515. Ça, c'est des mètres par seconde. Ensuite, le numéro C. Le numéro C, on nous demandait, toujours pour le réservoir conique qu'on vient de trouver, on nous demande quel est le taux de variation du liquide après C secondes. Donc ça, ce qu'on cherche, c'est l'équation de H de T. On nous demande aussi à quelle vitesse le niveau du liquide montera-t-il après C secondes. Donc on cherche l'équation de dH sur dt. Et dans combien de temps le réservoir sera plein. Donc, dans le fond, on nous demande de faire ces calculs-là, mais on ne nous donne pas de valeur précise de calcul. Donc, on l'avait calculé avec des h est égal à 2 mètres, h est égal à 3 mètres. Mais maintenant, on nous demande de le calculer selon le temps. Donc, comment on va faire ça? On va partir de notre débit. Dans le fond, on nous donne un débit de 0,2 mètres cubes par seconde. Donc, je vais aller... On sait que la variation de volume, c'est dV sur dt, qui est égal à 0,2 mètres cubes par seconde. Donc, si je vous demande d'écrire, c'est quoi l'équation du volume? Donc, si je vous demande d'écrire l'équation V de T, dans le fond, ça va être 0,2 mètres cubes fois le temps. Donc, dans le fond, on sait que le réservoir est initialement vide. Si je vous demande de calculer quel est le volume après 2 secondes, eh bien, vu qu'on sait que le taux de variation, le volume augmente de 0,2 mètres cubes par seconde, on est capable d'écrire cette fonction-là. Donc, grâce au taux de variation ici, on est capable d'écrire que l'équation du volume est de 0,2 mètres cubes fois le temps. Donc, si on prend notre équation du volume ici, selon la hauteur, V de T qui est égal à pi fois 4 fois H de T, on avait ça au cube, ça divisé par 27. Eh bien, l'équation du volume doit être égale, va être égale à l'équation du volume ici qu'on a trouvé, donc 0,2 T. En isolant H de T, donc on va isoler H de T, on trouve racine cubique de 27 T sur 20 pi. Donc, on nous demandait quelle est la hauteur du niveau d'eau après C secondes. Donc, dans le fond, on nous demande de trouver la hauteur selon C secondes. Donc, dans le fond, on va remplacer T par C. On fait simplement écrire racine cubique de 27 fois C divisé par 20 pi. Donc, on a trouvé la hauteur du niveau d'eau après C secondes. On nous demande ensuite, en sous-question, à quelle vitesse le niveau d'eau du liquide montera-t-il après C secondes?
Donc là, ce qu'on nous cherche, ce qu'on nous demande de trouver, c'est dH sur dt. Donc on va calculer la dérivée de racine cubique de 27t sur 20pi sur dt. Et ça, quand on calcule ça, on trouve 0,25154 divisé par t 2 tiers. Donc, dans le fond, on nous demandait la question après c secondes. Donc, dans le fond, on va simplement remplacer le t, la variable t par c. Donc, on a trouvé ça ici. Et on nous demande après combien de temps le réservoir sera-t-il plein. Donc, on a l'équation ici h de t qui est égale à racine cubique de 27t sur 20pi. Et on nous demande quand est-ce qu'il sera plein. Donc, on sait que notre réservoir a une hauteur de 6 mètres. Donc, on cherche après combien de temps la hauteur sera-t-elle de 6 mètres. Donc, ça est égal à 6. Et on cherche la valeur de t. Donc, on va trouver t qui est égal à 6 à la cube fois 20pi sur 27. Donc ça, si on l'écrit en secondes, c'est égal à 52,655 secondes.